pense que c'était d'une manière naturelle. Déjà dans mes poèmes, j'ai commencé très tôt à écrire de la poésie, donc il faut que je le dise. Je suis né en Roumanie, je me suis formé en tant qu'auteur en Roumanie. J'ai quitté la Roumanie seulement lorsque j'avais 30 ans, donc c'est après que j'ai commencé à écrire en français, en France, après 87. Mais dans ma jeunesse, j'avais commencé avec la poésie, qui était à cette époque-là une sorte de chappatoire, c'était un espace de liberté. Donc je suis né dans l'Arménie communiste, dans un état, dans une atmosphère étouffante d'idéologie totalitaire, d'endoctrinement massif. Et la poésie, ça nous faisait vraiment rêver. On pouvait s'évader. Par la poésie, on construisait un langage de vérité et de dénonciation. Et puis dans mes poèmes, il y avait toujours des embryons, disons, théâtraux. C'était comme des petits fables qui pouvaient être développés ensuite comme des petits sketchs ou des scènes. Et c'est comme ça que très vite, bon, aussi il y a eu d'autres raisons, j'ai commencé aussi à écrire du théâtre, disons autour de 14, 15, 16 ans. J'aimais déjà à écrire des dialogues, voilà, des monologues. Et plus tard, quand je suis allé à Bucarest pour faire mes études, j'ai commencé vraiment à écrire passionnément du théâtre. Oui, toute ma génération a fait ça. D'ailleurs, les générations précédentes, la littérature était un espace de résistance, c'était un espace de dénonciation, c'était un espace où on pouvait faire des recherches sur que les autres disciplines, par exemple les sciences sociales, ne pouvaient pas faire, la psychologie, la sociologie. On faisait ça de manière voilée dans la littérature, dans les romans, dans la poésie, dans les essais, dans le théâtre. La littérature était toujours, d'une certaine manière aussi, des textes codés. Le public avait toujours le décodeur parce que la littérature peut facilement manier la métaphore, l'allusion, la dérision fine, l'autodérision, l'ironie, l'auto-ironie. Donc le sarcasme, tout ça nous permettait à résister bien sûr, à dénoncer et à faire une critique sociale assez forte d'ailleurs. Le public comprenait, il savait lire entre les lignes toujours, il comprenait les allusions, il avait un dialogue très fort à cette époque-là, donc entre les poètes, entre les écrivains et le public. Et les livres qui sortaient, voilà, très vite ça se vendait très bien parce que il y avait des auteurs déjà un peu, disons, spécialisés. C'était des auteurs qui étaient des résistants reconnus, quoique officiellement, ils étaient membres de l'Union des écrivains, voilà. Mais la littérature permettait ça. La censure ne pouvait pas tout arrêter. Donc je me suis formé dans cette ambiance-là, où la littérature, c'était vraiment la liberté, où, dans cette ambiance où l'auteur, le vrai, devrait tout d'abord s'opposer, dénoncer. Oui, moi aussi j'apprécie beaucoup Alexandra Bada. Elle est arrivée en France un peu plus tard. Moi, je suis arrivé en 87 et mon premier désir, ça a été bien sûr de me libérer, d'écrire aussi en français, mais d'écrire, de traduire déjà mes pièces que j'avais écrites beaucoup. J'avais déjà beaucoup écrit en Roumanie et mon désir, c'était déjà de traduire ces pièces-là et les mettre en circulation. Et je débutais avec des pièces que j'avais écrites en Roumanie. Donc par la traduction, par la réécriture parfois. Et j'ai découvert très vite que mes pièces écrites en Roumanie parlaient beaucoup. Par exemple, une pièce qui se joue, même cet été-là, j'ai eu une lecture, pas au Festival d'Avignon, mais à Avignon. Il n'y a pas eu le festival, mais il y a eu une semaine de lecture organisée dans le grand cloître du Palais des Papes. J'ai eu une lecture avec ma pièce Petit boulot pour vieux clown, voilà, que j'ai écrit en 186 et qui se rejoue toujours. Donc mes pièces écrites en Roumanie parlaient en effet d'une manière générale des rapports très subtils, perfides, compliqués entre dominant et dominé, entre le pouvoir et le sujet, entre l'individu et les formes de lavage de cerveau, les dégâts de l'idéologie qui devient vraiment oppressive et qui oblige ou anéantit la pensée critique. Ce sont des sujets
qui sont encore d'actualité, parce que j'ai découvert, par exemple en France, ou dans le monde occidental, voilà, je rêvais tellement de vivre en Occident, je suis arrivé en Occident et j'ai découvert d'autres formes de lavage de cerveau, rien que par la société de consommation, parfois rien que par l'image, par l'abondance de l'information. Il a mille d'autres manières d'opérer un lavage de cerveau efficace que l'idéologie que j'ai connue là, et que je trouve maintenant assez primitive comme forme d'oppression. Il y a d'autres instruments d'oppression qui font même plaisir à l'oppressé, et alors on adopte tous, voilà, même dans les réseaux sociaux, il y a des formes douces de domination par la dépendance dont on ne se rend pas compte et on est content de consommer et encore consommer tout ça tous les jours. Et finalement, on commence à être formaté par les instruments qui devraient nous aider à être beaucoup plus libres et plus critiques. Voilà donc une démarche, ce sont des sujets que j'avais déjà abordés en Roumanie et que j'ai continué à développer, à réaborder en France. Oui, j'étais tellement frappé, marqué, impressionné par des sujets d'actualité que je considérais qu'il fallait réfléchir à tout ça aussi à travers l'écriture dramatique. On ne peut parfois pas comprendre tout à travers l'information, à travers les reportages, à travers, je ne sais pas, le regard scientifique, technique, le regard des journalistes. Il faut que l'artiste, par son imagination, par sa manière de voir le monde et de déclencher des voix, puisse aussi avoir un mot à dire. Par exemple, oui, j'ai écrit plusieurs pièces marquées par la réalité immédiate, par l'actualité immédiate. J'ai écrit une pièce sur les femmes violées en Bosnie, par exemple, à l'époque de la guerre en Bosnie, qui a failli être une troisième guerre mondiale en Europe, parce que bon, entre 92 et 96, on avait tous les ingrédients d'une nouvelle guerre en Europe. Heureusement que l'Europe était mieux organisée. J'ai écrit, comme vous le dites, une pièce sur les migrants, parce que j'étais très marqué par ce qui s'est passé en 2015, avec 1 million de migrants qui arrivent en Europe, qui sont accueillis, qui suscitent aussi des peurs, des réflexions. Et puis, si l'Europe a reçu 1 million de réfugiés, c'est, disons, presque un accident, parce qu'on aurait pu ne pas recevoir, ou on aurait pu recevoir 10 millions ou 15 millions. C'est-à-dire que nous sommes dans une logique d'inégalité profonde, troublante, qui peut à tout moment ou nous déstabiliser tous, ou nous sauver tous, je ne sais pas. Il n'y a pas pour l'instant ni regard politique, ni stratégie économique pour guérir les blessures du monde. Donc, avoir ce mot à dire lorsqu'il y a des drames de ce type-là, je trouve que c'est normal, d'autant plus que je fais un travail de journaliste depuis 30 ans, je suis journaliste à RFI, et je reçois parfois des dépêches, des informations troublantes. Parfois, je reçois une dépêche, je me dis, tiens, ici, c'est une pièce de théâtre qui se cache, ou une situation dramatique. Je ressens le besoin de développer une situation dramatique autour d'une tension, ou autour d'une forme de dilemme existentiel, de sacrilège presque. Voilà mes sources, oui, donc j'ai écrit sur les migrants, j'ai écrit d'autres pièces d'ailleurs marquées par l'actualité, pas très souvent quand même, parce que parfois on ne peut pas écrire de très bonnes pièces chaque fois qu'il y a un drame ou une tragédie sur la planète. Donc chacun choisit ses thèmes, ses sujets en fonction de en fonction de la manière dont ça le touche. J'étais formé déjà dans un monde où l'humour était tellement important, comme une forme de résistance culturelle, par l'humour, par l'ironie, par la satire, par l'auto-ironie, par la dérision. Par exemple, à l'époque où je vivais en Roumanie, les blagues politiques, c'était
aussi une forme de survivre et aussi d'entretenir par le rire une forme de santé mentale. Donc on était bien sûr soumis à la pression idéologique, mais à la fois on s'amusait beaucoup, parce que le mal était tellement visible, parce que le système était tellement ridicule, tellement grotesque. Il fallait rire de ce personnage. C'était des personnages d'une caricature incroyable. Rien que le couple présidentiel qui a été exécuté fin 89, c'était Ubu Roi et son épouse. Enfin, c'était terrible. Donc, dans ce monde où il avait le rire, mais aussi le désir de contourner la censure par la poésie, par le théâtre onirique, par le théâtre fantastique, par la métaphore. Oui, je me suis imprégné de cette littérature. J'aimais plus, pas tellement la littérature réaliste socialiste, j'aimais plus Kafka ou Ionesco ou Beckett ou je ne sais pas Camus ou j'aimais Lautréamont. Donc dans ce monde-là, Edgar Allan Poe, je me suis trouvé la famille et les codes et les instruments. Kafka m'a fait comprendre le monde beaucoup plus que Marx, par exemple, quoique j'ai fait des études de philosophie et j'ai étudié bien le Capital. Mais c'est à partir de cette expérience-là, dans les pays de l'Europe de l'Est, en Roumanie, que je me suis construit une sorte de panoplie de techniques, de manière d'écrire et de voir le monde. Et dans toutes mes pièces, il y a encore des traces de ce passé-là. C'est-à-dire que dans toutes mes pièces, il y a des moments d'onirisme, la poésie est présente et l'humour, comme vous le dites. J'essaie de toute façon de proposer des textes forts ou des situations dramatiques intéressantes. Je retiens dans ma jeunesse, quand j'étais étudiant, j'étais marqué par un épistémologue, Thomas Kuhn, qui racontait que voilà, la recherche scientifique est basée sur la recherche de la vérité, mais surtout de la vérité intéressante. C'est ça qui fait voilà, changer le paradigme de la pensée. Chaque fois que j'ai la révélation d'une situation dramatique intéressante, puissante, je sais qu'après, la pièce, ça s'écrit tout seul. Tout seul. Mais bien sûr, comme bien de fois sur une année, on tombe sur des révélations comme ça, peut-être une fois, 2 fois, 3 fois. Si j'arrive à écrire 2 bonnes pièces par an, je suis content. Bon, j'écris aussi d'une autre manière, de manière fragmentaire. Je pars aussi parfois des situations insignifiantes pour chercher justement la signification dans les situations insignifiantes. Mais parfois, je pars d'une dépêche, d'une information, d'une image, je pars d'une réplique, de quelque chose qui me marque dans la rue, d'une forme de bêtise humaine que je trouve dans un journal, d'un fait divers. On ne sait jamais. L'écriture, c'est quand même quelque chose de très intime, très mystérieux. Je suis comme, je ne sais pas, un hérisson. Voilà, on parlait du titre de mon livre, du paillasson considéré des points de vue des hérissons. Je suis comme un hérisson, c'est-à-dire que les pics sont des antennes, des senseurs comme ça. Et dès que quelque part quelque chose bouge et ça m'intéresse, je trouve que c'est un bon départ pour un sketch, pour une scène, pour un poème, pour une pièce, je ne sais pas. Donc voilà, je suis attentif. J'écris parce que le monde me pousse à l'écriture. Je n'écris pas pour moi, j'écris pour les autres, pour les compagnies. Et chaque fois que les comédiens me disent « Ah oui, ça nous intéresse, ah oui, vos répliques, on les dit bien, voilà, ça entre bien dans la bouche, ça sort bien de notre bouche. » Oui, je n'ai jamais été comédien, je n'ai jamais été metteur en scène, mais quand j'écris, je me mets à la place des comédiens, je me dis « Est-ce qu'il serait heureux, lui, de dire ça, ou d'agir dans ce sens-là. » Alors, si je suis moi heureux pendant voilà, le processus de l'écriture, il y a des chances que lui, le comédien, le metteur en scène, ressent la même chose, un bonheur devant un texte que je considère toujours ouvert, parce que je dis toujours aux metteurs en scène, aux comédiens, il faut vous sentir libre devant mon texte, devant mes textes.
il y a beaucoup d'animaux qui grouillent dans mes pièces et qui traversent d'une pièce, qui se baladent d'une pièce à l'autre. Je pense que ça a commencé, je ne sais pas, peut-être à l'époque où je lisais La Fontaine, j'étais écolier en Roumanie, donc j'étudiais La Fontaine et les fables. Et puis, parler des animaux ou créer des fables animalières pour parler des hommes, ça c'est une bonne technique. Donc après les animaux, il y a tellement de poésie dans la manière dont certains animaux bougent, nous regardent, s'attachent à nous ou pas. Par exemple, il y a Charles Bukowski, le poète, qui disait « Regardez un chat, tout ce qu'il fait, c'est sublime. Chaque mouvement, ça a du style. Jamais le chat n'est ridicule, ou même lorsqu'il trébuche, ça nous fait rire, mais c'est stylé. Ces mouvements, c'est du style. Bon, donc oui, il y a des animaux en plus qui sont chargés de mythologie, parce que nous, les hommes, on a toujours eu besoin de ce miroir qui est l'animal, le cheval, non, mais le serpent, ou les oiseaux, mais plus que ça, je ne sais pas, les animaux qui vivent avec nous et qui commencent à tomber dans le chagrin si le maître disparaît. Tout ça, c'est touchant. Donc, tout d'abord, l'animal dans mes pièces a eu peut-être une connotation sociale, parce que c'était des fables, mais peu à peu, entre l'homme et l'animal, je commençais à avoir des relations presque ontologiques. Et puis, il y a une question d'impossibilité de communication que par l'émotion. Et ça m'a toujours intéressé. Lorsqu'on ne peut pas communiquer, il n'y a pas de langage pour communiquer avec un animal, sauf l'amour, sauf la tendresse, et ça passe. Ça, c'est assez troublant. Donc voilà, quelques raisons pour avoir introduit autant d'animaux dans mes pièces, parfois même certains animaux dans mes pièces parlent. Il y a des monologues, j'ai des monologues où ce sont des animaux qui jettent un regard sur l'homme, et ça aussi c'est intéressant, si on essaye de s'imaginer comment on est vu nous par les animaux qui nous aiment ou que nous aimons. Oh, disons qu'il y a eu une longue période où j'ai été, oui, beaucoup joué, parce que j'avais beaucoup écrit, et au moment de la chute du communisme, il n'y avait pas vraiment des textes nouveaux, mais il y avait mes textes, parce que j'avais beaucoup écrit, j'avais envoyé partout mes textes. C'était des textes qui existaient dans les tiroirs de beaucoup de metteurs en scène et beaucoup de comédiens, directeurs du théâtre. Donc pendant une vingtaine d'années, je pense que j'ai été vraiment l'auteur le plus joué en Roumanie. Bon, maintenant il y a des auteurs nouveaux qui sont apparus, qui écrivent vraiment des choses absolument extraordinaires, même des auteurs qui sont nés après la chute du communisme. Donc ils ont vécu autrement cette période de transition, la liberté, une autre vision. Mais c'est vrai que assez longtemps, j'ai eu cette étiquette, voilà, que d'ailleurs je ne vais pas protester contre, de l'auteur roumain le plus joué. C'est que j'avais écrit avant et après, mes textes ont beaucoup parlé, et j'ai continué à écrire. Entre-temps, bon, je vis en France, mais je vis en effet entre la France et la Roumanie, parce que déjà que je travaille pour RFI, pour la rédaction en langue roumaine, mais tous les 2-3 mois, en temps normal, je suis en Roumanie pour des festivals de théâtre, pour des productions de mes pièces, pour des salons du livre, pour des conférences. Donc j'ai beaucoup essayé depuis 30 ans, plus de 30 ans, de créer des ponts culturels entre la France et la Roumanie. Et j'écris aussi des pièces commandées par des compagnies roumaines. Mes pièces les plus récentes sont des pièces pour enfants, parce qu'il y a ce drame en Roumanie des enfants abandonnés par leurs parents qui partent travailler à l'étranger, entre 3 millions et 4 millions de Roumains qui sont partis depuis 15 ans travailler à l'étranger, et des enfants qui ont beaucoup souffert à cause de ce départ, parce qu'ils ne sont pas toujours partis avec leurs parents. Ça, c'est un sujet qui est assez roumain, qui marque beaucoup l'Europe de l'Est. Il y a d'autres pays qui ont eu les mêmes expériences. Par exemple, j'ai écrit des pièces pour parler de ce phénomène sociologique très douloureux. C'est un sujet moins important en France, mais pour la Roumanie, c'est essentiel. Je me suis beaucoup nourri
de leur littérature. C'est-à-dire, j'ai lu à temps, quand j'avais 15 ans, 16 ans, Ionesco et Beckett aussi, bon, d'autres auteurs qui m'ont marqué, bon, Pirandello, Duramat, Arabal, donc cette littérature-là qu'on appelle de l'absurde, quoique pour moi c'était une révolution du langage. Ce que je cherchais, c'était, en lisant ces pages-là, c'était pas tellement les situations absurdes, mais le langage susceptible, les instruments en effet susceptibles de nous aider à comprendre l'absurdité du monde où je vivais. Pour moi, la littérature de l'absurde, c'était un instrument pour comprendre l'absurdité de l'histoire. Et puis, oui, ces auteurs m'ont fourni des instruments pour comprendre, pour dénoncer aussi. Et j'ai continué de certaine manière, dans certaines de mes pièces, il y a des clins d'œil assez forts au théâtre de l'absurde, au théâtre de Ionesco, au théâtre de Beckett. Beckett est devenu même personnage dans l'une de mes pièces, Ionesco aussi est devenu personnage dans l'une de mes pièces, mais j'ai été marqué par d'autres auteurs, Strindberg ou Tchekhov. Tchekhov aussi, j'ai écrit une pièce sur Tchekhov parce que j'ai été beaucoup marqué par sa littérature. Tchekhov, on peut dire qu'il n'est pas un auteur politique, mais dans ses pièces, l'atmosphère écrasante et les personnages écrasés par l'histoire, on peut lire ces pièces avec cette clé métaphysique du fond d'un monde où il n'y a pas d'espoir. Et les pièces de Tchekhov montées en Roumanie, c'était presque des spectacles sur l'absurdité des destins écrasés par l'impossibilité de sortir sociologiquement, mentalement d'une situation fermée. Donc voilà, je me suis nourri d'une grande littérature. La littérature française a beaucoup, beaucoup compté dans ma vie, par aussi le nouveau roman français qu'on traduisait par la grande poésie, Raymond Queneau, Henri Michaud et d'autres. Donc j'ai toujours cherché, plus que l'histoire, la révolution ou l'invention du langage, susceptible de m'aider à comprendre plus. Par exemple, je suis content qu'il y ait des Roumains qui ont écrit ensuite en français, comme Tristan Tzara, d'une manière très intéressante, ou un grand poète français, mais qui est à l'origine, non, il est né en Roumanie, Gerasim Luca, qui crée un langage poétique absolument extraordinaire, qui fait, non, qui fait avancer la compréhension du monde, à mon avis.